Bonjour. 4 ans de présidence Trump ont profondément divisé les États-Unis. Et juste avant de quitter la Maison-Blanche, Trump a harangué ses troupes, on l'a vu le 6 janvier. Et le résultat a été cette insurrection et la prise du Capitole, cœur de la démocratie américaine, avec un bilan de 5 morts. Trump quitte donc la scène piteusement avec une procédure de destitution. Romain Héret, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien des États-Unis et directeur d'études à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales, avec laquelle nous sommes en partenariat pour une série d'entretiens afin de mieux comprendre les États-Unis d'aujourd'hui. Alors, partons de ce choc qu'a été cette émeute, cette insurrection au Capitole lors de la certification par les élus du Congrès de l'élection de Joe Biden et donc le 46e président des États-Unis. Qu'est-ce que cet événement dit de la situation de la première puissance économique mondiale ? Cet événement dit que la première puissance économique mondiale ne va pas très bien, puisque c'est le énième événement depuis plusieurs années qui montre de fortes tensions à l'intérieur de la société américaine qui viennent de différents milieux, différents groupes sociaux. Et on voit bien que la démocratie américaine est une sorte de famille qui n'arrive plus à vivre ensemble, avec des revendications très contradictoires d'un groupe à l'autre, d'un moment à l'autre. Et on sent bien que les tensions sont telles qu'il va falloir réinventer le contrat social, et c'est sans doute toute la tâche qui attend Joe Biden dans les mois à venir, arriver à recréer un contrat social, une démocratie qui permette à tout le monde de vivre ensemble, puisqu'on le voit bien, on l'a vu la semaine dernière, on l'a vu avec le mouvement Black Lives Matter, à l'été dernier, qui a aussi manifesté à Washington. La question qui se pose, c'est comment arriver à faire tenir ensemble ces revendications très contradictoires qui revendiquent toute une démocratie américaine, une démocratie exceptionnelle américaine. Et on voit bien que les demandes sont impossibles à satisfaire ensemble, puisque les manifestants de la semaine dernière revendiquent une démocratie idéale, remontant à l'origine même de l'expérience américaine à la fin du XVIIIe siècle. Alors que les mouvements de Black Lives Matter ou d'autres mouvements sociaux, je pense à Occupy Wall Street par exemple, qui a été un mouvement très important au cours des dernières années aux États-Unis, revendiquent une démocratie plus égalitaire, plus attentive aux inégalités sociales, raciales dans le pays. Et donc on voit bien qu'il est extrêmement difficile de faire tenir tout cela ensemble. Et ça sera sans doute l'immense tâche qui attend l'administration Biden dans les semaines à venir. Alors, lors de cette journée du 6 janvier, on a vu des drapeaux confédérés, on a vu des hommes et des femmes armés au sein du Capitole, et aussi des anciens soldats. Alors, pourquoi tous ces gens se rangent-ils derrière Donald Trump ? Ou se sont-ils rangés derrière Donald Trump ? Ils se sont rangés, ils risquent de se ranger encore derrière Donald Trump ou les futurs candidats trumpistes, parce qu'ils voient en Trump un sauveur de leur Amérique, de leur démocratie, une démocratie blanche, une démocratie directe, où le peuple, l'individu exerce directement son droit. Et dans l'occupation à laquelle nous avons assisté, l'occupation de locaux, de bureaux, du Congrès, il y avait l'envie de rappeler que cette démocratie leur appartient, que cette démocratie est l'essence même de leur militantisme. Et ils sont persuadés que Trump est leur sauveur, que sans lui, l'Amérique va connaître une phase inexorable de décadence qui va conduire le pays dans des ténèbres et qui va faire disparaître cette démocratie exceptionnelle. Pour beaucoup, l'Amérique est un peuple élu, choisi par Dieu, pour incarner une démocratie exceptionnelle. Et ils ont le sentiment qu'au fur et à mesure des siècles, ce caractère exceptionnel a disparu et qu'on est aujourd'hui confronté à un vrai risque d'apocalypse, un vrai risque de décadence démocratique. Et donc ils se sont ralliés derrière Trump parce qu'ils ont vu en lui le sauveur, celui qui va leur permettre enfin d'être entendus et de sauver cette démocratie des ténèbres multiculturelles, antidémocratiques et violentes qui l'attend si rien n'est fait pour enrayer ce déclin. Alors on l'a vu, le 3 novembre, il a eu un peu plus de 70 millions, 74 millions de votes, donc ça reste une force très très importante. Dans ce sentiment de déclin, ce qu'on voit aussi, on a l'impression, puisque les États-Unis, c'est ce que vous expliquez dans un texte que vous avez publié sur le site AOC, que les États-Unis vivent en état de guerre permanente
en tout cas depuis la guerre du Vietnam, et dans des opérations extérieures. Quel impact ces guerres ont-elles eu sur le système économique, politique et social des États-Unis ? Je pense que l'impact est considérable, même s'il est très fortement invisibilisé aujourd'hui aux États-Unis. Il est invisibilisé puisque l'armée est devenue professionnelle et que bien souvent, on ne voit pas l'importance du militaire et l'importance du départ sur les terrains d'opération, puisque les familles sont moins touchées par la force des choses, puisqu'il n'y a plus de tirage au sort, il n'y a plus de conscription, et donc ce ne sont pas votre mari, vos enfants qui partent à la guerre. Et donc dans la société américaine, il y a une sorte d'illusion de paix, le sentiment beaucoup partagent le sentiment que l'Amérique vit une période pacifique et un pays pacifique, alors que l'Amérique, depuis la Seconde Guerre mondiale, vous l'avez dit, mais surtout depuis le 11 septembre 2001, est une société engagée sur de multiples terrains d'opération, avec des chiffres qui sont considérables. Je me permets de les donner. 2 millions de personnes dans l'armée d'active et 18 millions d'anciens combattants. Ça fait 20 millions de personnes aux États-Unis aujourd'hui sur le sol américain qui sont passées ou qui passeront ou qui vivent du fait militaire. C'est ce qu'on appelle le complexe militaro-industriel. C'est le complexe militaro-industriel, mais là, je ne parle pas de la dimension économique, qui est très importante, je parle juste de la dimension humaine. On a 20 millions de personnes qui ont connu l'expérience du feu et l'expérience militaire. Et on sait, la vieille Europe que nous sommes, la vieille France que nous sommes, a connu cela. On a connu dans le passé des phases très importantes de militarisation, et les historiens parlent de brutalisation pour décrire les conséquences, non pas sur les terrains extérieurs, qui sont aussi considérables, mais à l'intérieur. C'est un effet boomerang, tout d'un coup la guerre, qui était lointaine, revient dans les sociétés. On l'a vu en France, dans l'entre-deux-guerres, on l'a vu en Allemagne dans l'entre-deux-guerres, on sait aussi aujourd'hui... je pense notamment aux travaux de Raphaël Branche, que la guerre d'Algérie a eu beaucoup plus de conséquences, même si elle aussi a été totalement invisibilisée dans la vie politique française et la vie intellectuelle. Je pense que les États-Unis connaissent la même chose. Et comment ça se manifeste, en fait, quand vous dites... Ça se manifeste par des difficultés très fortes des anciens combattants et des soldats au moment du retour au pays. Et ces conséquences, elles sont d'abord sanitaires. Beaucoup de soldats sont dans un état de souffrance psychologique et médicale très important. Le taux de suicide, par exemple, a atteint des sommets dans la population militaire par rapport au passé, par rapport à des guerres qui ont aussi été violentes. Je pense notamment au Vietnam. Mais là, on a eu une épidémie, avec des guillemets, de suicides très, très importante aux États-Unis, à tel point que l'armée, qui avait d'abord refusé de reconnaître l'ampleur du désastre, a fini par adopter des mesures pour mettre un terme à cela. Et ensuite, je crois que ça se traduit aussi par une rhétorique très guerrière, et on le voit depuis 20 ans. Dans le débat public. Dans le débat public, sur les réseaux sociaux. Et ça, on peut très bien appliquer, c'est ce concept de brutalisation qu'on a appliqué pour l'Europe de l'entre-deux-guerres aux États-Unis. Les anciens combattants reviennent au pays et utilisent un vocabulaire guerrier, ont des références guerrières, des références d'occupation, d'ennemis intérieurs, de violence. Et ça se traduit ensuite par des pratiques. C'était assez frappant, il y a le moment de l'occupation. C'était une occupation. Ils ont pris d'assaut un bâtiment, comme ils savent le faire. Et je ne sais pas si vous l'avez vu et si les gens qui nous regardent l'ont vu, mais on voit très bien qu'ils prennent d'assaut, qu'ils escaladent, et ils le font très bien. Ils le font très rapidement. Je ne suis pas persuadé que tout le monde soit capable de monter comme ça, d'escalader un bâtiment, de prendre le bâtiment. Et on voit très bien que ce sont des techniques guerrières qui ont été appliquées pour prendre ce bâtiment. Et une des personnes qui a été tuée est justement une ancienne militaire qui était en Irak. Absolument, 14 années. Elle a fait 14 années de service. Ensuite, elle est revenue vers la vie civile, et on voit qu'elle a fait un déplacement depuis la Californie pour être là à l'appel de Trump et de ses supporters. Et elle a pris d'assaut, son dernier assaut, après sans doute des assauts à Bagdad ou ailleurs. Ça sera à Washington DC, le Capitole. Donc de manière très symbolique, c'est un élément très intéressant. Mais je termine juste sur les pratiques. Ça nourrit aussi des groupuscules, depuis la guerre du Vietnam, des groupuscules d'extrême droite, des groupuscules survivalistes, des groupuscules suprémacistes, qui sont de plus en plus importants aux États-Unis. Une association de défense des droits aux États-Unis qui les surveille de près, les estime à 940 aujourd'hui, de groupes paramilitaires,
d'extrême droite qui existent sur le sol américain, avec entre 100, 200, 300, c'est très difficile de savoir combien ils sont, mais de gens qui s'entraînent régulièrement à la fin du monde, qui se préparent à la fin du monde, qui se préparent à une guerre imminente, une guerre sainte, pour sauver la démocratie. Et donc il y a une menace intérieure très très forte. Que le FBI a qualifié. Qualifié récemment en disant le jour de l'investiture, il y a des risques très forts que soit à Washington, soit ailleurs, ces groupuscules décident de passer à l'action. Il y a des rumeurs aussi assez étayées dans la presse américaine, dans des journaux très sérieux, qui font état d'infiltration de ces groupes paramilitaires dans la police, dans l'armée américaine. Donc on voit bien à nouveau, pour reprendre le fil de la discussion, on voit bien comment ce qui s'est passé depuis 20 ans, cette très forte militarisation du pays, le renforcement du complexe militaro-industriel, la rhétorique guerrière qu'on a vue depuis le 11 septembre, l'administration Bush, on se souvient de la guerre en Irak, finit par se diffuser dans la société américaine et par ricochet explose là depuis quelque temps avec Trump qui a joué bien évidemment les agitateurs et qui a fait en sorte que cette poudrière explose par instant. Mais je crois qu'il faut être très attentif à cela, cette importance du militaire. On ne le voit pas assez vu de France, et même aux États-Unis, on a tendance un petit peu à l'oublier, à la sous-estimer. Mais c'est une société en guerre aujourd'hui, c'est une démocratie en guerre. Et à nouveau, les pays européens savent très bien qu'on ne part pas en guerre impunément et qu'en dehors des drames qui sont causés dans les terres extérieures, il y a parfois des drames aussi qui reviennent par ricochet sur notre propre sol. Alors la dernière question, donc vous décrivez une société qui souffre presque d'un syndrome post-traumatique. Qu'est-ce que Joe Biden peut-il apporter comme remède à tous ces maux ? Je crois qu'il y a une réflexion très générale d'abord sur l'engagement militaire américain. L'engagement a été amorcé par les deux présidents qui l'ont précédé, aussi bien Obama que Trump, de manière différente, mais tous les deux ont partagé le même constat, que l'Amérique n'avait plus les moyens de sa politique impériale et qu'il fallait faire revenir une partie des militaires dans le pays et qu'elle ne pouvait plus continuer comme ça à être présent sur autant de terrains d'opération. Donc il y a fort à parier que l'administration Biden, cherche davantage à trouver des alliés pour faire en sorte que le coût humain de cette militarisation et de cet impérialisme soit moins important dans les années à venir. L'autre facteur, à mon avis, essentiel, c'est de prendre en charge, davantage que peut-être Trump l'a fait, la détresse psychologique et sanitaire de ces populations. Depuis quelque temps, l'armée, je l'ai dit, l'administration fédérale aussi, ont pris en compte ce drame sanitaire, ce drame social, mais ça prend du temps. On sait bien que pour soigner les gens, il faut des hôpitaux. On sait aussi qu'aux États-Unis, les hôpitaux ont un coût très élevé. Donc il faut absolument faciliter l'accès aux hôpitaux, l'accès aux soins psychologiques de ces anciens combattants dans la société américaine et leur permettre aussi peut-être de se réinsérer dans la vie civile. Il y a des exemples dans l'histoire américaine, je pense notamment à la Seconde Guerre mondiale, où on avait anticipé le retour de millions de soldats avec le fameux GI Bill qui avait permis à nombre d'entre eux d'aller à l'université, puis ensuite de se réinsérer dans la vie civile. Là, ce que vivent beaucoup de ces soldats, c'est une grande difficulté à se réinsérer, puisqu'ils se sont engagés dans l'armée faute de moyens suffisants pour aller à l'université ou pour simplement poursuivre des études secondaires. Et donc, ils reviennent sur le territoire, souvent blessés dans leur chair et dans leur âme, et ils ont peu de diplômes pour se réinsérer dans une société qui est très attentive aujourd'hui aux diplômes. Et donc, ils nourrissent des colères et des frustrations très fortes contre les élites qui les ont envoyés se battre. Donc sans doute pour Biden, alors il aura beaucoup de choses à faire. Il y a l'épidémie de la Covid, il y a la crise économique, la crise des opiacés aussi. Il y a aussi, je pense, prendre en compte cette violence. Le danger serait de l'exclure à nouveau. Le danger, c'est de croire qu'elle serait extérieure aux États-Unis, qu'elle serait enfantée par des dingues qui vont sur Internet et lisent Mein Kampf et oublier que le pays lui-même a enfanté cette violence aussi et que l'engagement militaire permanent des États-Unis a sans doute nourri cette colère et cette violence. Romain Huré, merci pour vos éclairages. Pour la suite et les autres entretiens menés en partenariat avec l'EHESS, je vous invite à les retrouver sur Mediapart et puis sur les réseaux sociaux.